Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Alors hier, des incidents très graves à Calais. Une rixe entre migrants a fait une vingtaine de blessés, dont 4 sont au bord, effectivement, entre la vie et la mort. 4 blessés par balle. Le ministre de l'Intérieur est en ce moment même à Calais. Il met en cause les associations, notamment, qui créeraient des groupements lors de la distribution de vivres. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Je crois que c'est un petit peu facile de la part du ministre de l'Intérieur de s'en prendre aux associations, lesquelles souvent sont très complices des mafias de passeurs, sont très immigrationnistes et favorisent la possibilité pour les immigrés, même clandestins, d'entrer ou de se maintenir en France. Mais la vérité, c'est que c'est la responsabilité de l'État avant tout. On a avec Calais un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, exactement comme avec Sangatte avant. On a prétendument démantelé, en réalité, continue de prospérer sur place un très grand nombre de migrants clandestins. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours le même objectif, c'est d'aller en Angleterre. On en parle beaucoup de Calais, mais c'est vrai à d'autres endroits. Je suis élu en Normandie, à Ouistreham ou à Dieppe, on a aussi à plus petite échelle ce problème de l'immigration clandestine. Le problème avec la France aujourd'hui, c'est que, et avec le gouvernement en place, c'est qu'il veut à tout prix les empêcher de sortir et aller en Angleterre. Ça, c'est pour faire respecter les accords du Touquet, alors que l'essentiel, ce serait surtout de les empêcher d'entrer. Les empêcher d'entrer en France, les empêcher d'entrer en Europe, mais pour ça, il faudra maîtriser à la fois nos frontières nationales et qu'il y ait enfin une vraie volonté de protéger les frontières extérieures de l'Europe. Mais Gérard Collomb semble quand même camper sur une position de fermeté, voire d'extrême fermeté, que ce soit à travers la mise en cause d'associations, et c'est pas des moindres, puisque implicitement, il mettait en cause, par exemple, une association comme Médecins du Monde, ou à travers son prochain texte, Asile et Immigration, où il y a toute une batterie de dispositions qui visent à quand même plus de fermeté. Non, mais je ne crois pas qu'il y ait des dispositions qui seront effectivement opérationnelles. Il y a en tout cas... C'est sûr. Le doublement du délai de rétention, la réduction du délai d'appel, quand on n'a pas le droit d'asile, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'asile est devenu une filière à part entière de l'immigration clandestine. On a environ un tiers des personnes qui demandent l'asile qui l'obtiennent parce qu'on a des critères extrêmement laxistes. Ils ne sont pas du tout persécutés personnellement dans leur pays d'origine, mais on leur accorde l'asile. Et tous ceux qui sont déboutés du droit d'asile ne sont pas expulsés. 94% d'entre eux, pour être précis, ne sont pas expulsés. Et ensuite, ils ont la certitude même d'être tôt ou tard régularisés, puis d'ailleurs tôt ou tard naturalisé sans jamais avoir besoin de faire le moindre effort d'assimilation. Donc il y a une défaillance à tous les étages. Donc le fait de dire, par exemple, on va augmenter le délai d'attention, on va le porter de 45 à 90 jours, ne règle rien, si vous n'avez pas par ailleurs une vraie volonté politique de les renvoyer dans leur pays d'origine d'une part, et si ensuite vous n'avez pas le contrôle effectif des frontières qui les empêche de revenir. Sinon c'est en pure inefficacité et ça coûte très cher aux contribuables. Vous trouvez qu'effectivement les critères sont trop laxistes en matière de demande d'asile, que l'OFPRA finalement accorde trop de demandes d'asile? Vous dites effectivement, oui, c'est à peu près le chiffre normalement un tiers, mais vous pensez que le véritable chiffre, ça devrait être combien? Il doit être beaucoup plus faible. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien aujourd'hui que les demandeurs d'asile, il y en a plus de 100 000 en France chaque année. Les premiers pays pourvoyeurs, c'est par exemple l'Albanie, qui est évidemment pas un pays en guerre. C'est le deuxième pays. Gérard Collomb s'était rendu en Albanie, justement. Le deuxième pays, c'est Haïti. Bon, eux, on ne leur accorde pas le droit d'asile. Il y en a un certain nombre qui... Oui, mais ils font partie des demandeurs d'asile, mais évidemment, ils ne sont pas éligibles au droit d'asile. Ils fuient simplement des situations économiques difficiles. Mais même quand ils fuient des pays en guerre, ça ne les rend pas automatiquement éligibles au droit d'asile. Si on accueille toutes les personnes qui viennent de pays en guerre, il y en a 270 millions dans le monde. Normalement, l'asile doit être limité à ceux qui, à titre personnel, sont persécutés dans leur pays en raison de leur opinion philosophique, politique ou religieuse. Donc c'est un tout petit nombre qui est très inférieur à ceux qui obtiennent effectivement l'asile. Et puis encore une fois, indépendamment de cette distinction entre ceux qui l'obtiennent ou pas, de toute façon, ils restent tous. C'est ça la vérité de la France aujourd'hui et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Alors Nicolas Bay, tout autre sujet. Hier soir, le ministre du Budget, Gérald Darmanin, a indiqué que, en fait, le gouvernement souhaitait un véritable Big Bang dans la fonction publique, c'est-à-dire beaucoup plus de contractuels, des plans de départ volontaire. C'est un petit peu la mère de toutes les réformes, là, hier, qui a été lancée, la réforme de la fonction publique. Oui, le problème du gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, il essaye de culpabiliser les Français, finalement, en disant « vous avez trop de fonctionnaires ». Mais la vérité, c'est que les services publics sont de plus en
plus défaillant en France. Il y a un certain nombre de missions essentielles de l'État qui ne sont plus assumées. On devrait avoir, par exemple, dans certains domaines de la fonction publique d'État, je pense à la police, je pense à la gendarmerie. À mon avis, c'est pas là que l'État veut plus de souplesse. Je pense à l'armée. Aujourd'hui, on a effondré les effectifs au cours des dernières années. C'est pas simplement le fait de ce gouvernement, c'est aussi et largement celui de Nicolas Sarkozy d'ailleurs, et ensuite celui de François Hollande. Donc, on peut plus continuer comme ça à baisser les effectifs. En revanche, la fonction publique territoriale, ces effectifs ont explosé. Pourquoi ils ont explosé? Parce qu'on a mis en place un espèce de millefeuille territorial en multipliant les instances et les collectivités, avec par exemple les intercommunalités, avec les fusions de régions qui n'ont généré aucune économie d'échelle, au contraire qui ont provoqué une augmentation du nombre de fonctionnaires territoriaux. Donc c'est d'abord voilà, les gisements d'économie en nombre de fonctionnaires, c'est plutôt dans les collectivités locales. Avec une précision quand même, il faut arrêter de s'attaquer aux communes, parce qu'aujourd'hui les communes sont totalement dépouillées de leurs compétences, avec l'État qui se désengage totalement, qui les prive de ressources fiscales, qui les prive de dotations ou qui gèle les dotations, et qui par ailleurs leur demande toujours davantage parce que l'État n'assume plus ses fonctions. Nicolas Bay, dans le message en fait du gouvernement, que ce soit celui de Gérald Darmanin ou même celui d'Emmanuel Macron, qui est intervenu en marge de son déplacement en Afrique sur ce sujet, ce qu'on comprend en fait, c'est que le gouvernement souhaite remettre en cause le dogme même de la fonction publique, c'est-à-dire l'emploi à vie. Vous seriez d'accord, effectivement, avec le fait que la fonction publique doit être plus souple, et puis que les règles doivent être plus perméables à celles des règles du privé? Mais qu'on permette plus facilement à des personnes qui ont des expériences et des compétences dans le privé d'accéder à la fonction publique. C'est pas dans ce sens-là, manifestement. Le contraire. Eh bien, moi, j'y suis pas par principe opposé, mais le statut de fonctionnaire doit être préservé. Pourquoi? Parce que c'est indispensable pour assurer la continuité du service public. Voilà. Quelles que soient les majorités, les gouvernements qui peuvent changer, qui peuvent même dans des périodes d'instabilité changer rapidement, il est absolument indispensable d'avoir une fonction publique qui assume ses missions fondamentales, notamment, mais pas seulement, les missions régaliennes, sans être tributaire d'un certain nombre d'aléas. Donc il faut préserver ça, il faut évidemment arrêter de culpabiliser les Français. On voit la fonction publique territoriale, aujourd'hui elle est la fonction publique hospitalière, aujourd'hui elle est à l'os. On ne peut pas comme ça rogner sur les effectifs, sinon évidemment la vérité c'est que la qualité et l'offre de santé à l'égard des Français sera totalement dégradée. On ne peut pas avoir un État qui n'assume plus ses missions régaliennes, et donc il faut augmenter un certain nombre d'effectifs dans la police, la gendarmerie ou l'armée, mais effectivement, il y a des ressources d'économie, et pas seulement sur les effectifs. C'est aussi les politiques inutiles, la politique de la ville qui coûte des fortunes. On a versé 100 milliards d'euros en 30 ans. C'est évident. Et puis il faut s'attaquer à des gisements d'économie, comme la fraude sociale, la fraude fiscale. Juste une question. Dans le conflit qui a eu lieu dans les prisons, il y a eu des accusations en disant que le FN était très actif dans certains syndicats et que vous tiriez un petit peu les ficelles dans certains syndicats de l'administration pénitentiaire. Vrai ou faux? Non, c'est faux. On ne tire pas du tout les ficelles. En revanche, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnel pénitentiaire, y compris d'ailleurs de représentants syndicaux ou de représentants du personnel, qui nous ont manifesté de l'intérêt, de la sympathie, qui sont d'accord avec les analyses du Front National parce qu'elles correspondent à ce qu'ils vivent dans les prisons. Et c'est une situation dramatique quand on a la ministre de la Justice qui a comme seule réponse pour le personnel pénitentiaire, leur dire on va vous faire une prime si vous êtes agressé. C'est toujours pareil, on s'attaque toujours avec une condescendance insupportable d'ailleurs aux conséquences au lieu de s'attaquer aux causes. Il faut régler le problème de la surpopulation carcérale, notamment en organisant des accords bilatéraux avec les pays d'origine pour que les étrangers, il y a par exemple plus de 20% dans les prisons françaises, purgent leur peine dans leur pays d'origine. Ensuite, il faut construire des places de prison, il faut que les détenus radicalisés soient dans des unités carcérales spécifiques et avec un régime carcéral spécifique. On a l'impression que le Front National n'arrive pas à se relever de la présidentielle et notamment du fameux débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On le voit lors des deux élections partielles. Vos deux candidats, que ce soit dans le Val d'Oise ou dans le territoire de Belfort, ont dégringolé par rapport à leurs résultats de juin dernier. C'est vraiment des scores un petit peu marginaux. Alors, moins marginaux que vos concurrents des Patriotes, mais quand même. Vous attendez, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le Congrès, parce que d'ici là, vous allez être relativement inaudible. Non, mais je crois que sur tous les sujets, le Front National se fait entendre. Mais vous êtes déçu quand même des résultats ?
Je vais vous répondre. Il y a une espèce de bruit médiatique qui consiste à dire que le Front National va mal. La vérité, c'est que les Français ont recomposé la vie politique et ont placé le Front National comme l'opposition à Emmanuel Macron. Ça ne se voit pas dans les partiels. Si, nous assumons pleinement cette mission-là. Alors sur les élections partielles, non, mais, d'accord, mais la partielle, elle n'a pas eu lieu dans le Vaucluse ou dans le Pas-de-Calais. Ouais. Elles ont eu lieu dans des territoires qui n'étaient pas des zones de force. Ensuite, vous savez très bien que les partielles, c'est une très faible participation qui mobilise les clientèles électorales. On a un électorat très populaire et évidemment, c'est l'électorat qui se mobilise le moins facilement dans les élections partielles. On sait aussi que les partielles, traditionnellement, favorisent ceux qui ont été les finalistes. Or, comme ce n'était pas des zones de force, on n'était pas au deuxième tour en juin, et donc ça n'a pas forcément incité nos électeurs à très bien se mobiliser. Voilà, il y a un certain nombre de facteurs. Il n'y a rien d'inquiétant dans ces résultats de partiels. Il y a le léger tassement qu'on observe systématiquement dans ces circonstances-là et qu'on observait déjà dans les partiels en 2015 ou en 2016, quand tout le monde s'accordait à dire que le Front National allait le vent en poupe par ailleurs. Attendons de voir les prochaines partielles. Il y en aura 4 d'ici le printemps. Merci beaucoup, Nicolas Bay.